Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on va prendre la direction du Mali. L'état d'urgence à nouveau prorogé d'1 an dans le pays. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'état d'urgence au Mali en vigueur quasiment sans interruption depuis l'attentat djihadiste contre un grand hôtel de Bamako en novembre 2015 a été à nouveau prorogé d'1 an à compter du 31 octobre, annonce du gouvernement malien. Cette décision adoptée mercredi soir en Conseil des ministres intervient 2 mois après la réélection du président Ibeka qui a fait de la sécurisation du Mali la priorité de son second mandat. Mamadou Diouf, la prorogation de l'état d'urgence, est-ce que cela signifie que la situation sécuritaire au Mali ne s'améliore pas? Oui, il est clair que la situation ne s'améliore pas. Parce que si on parle d'état d'urgence, cela veut dire que les conditions minimales ne sont pas réunies. Et c'est ça également la réalité, puisque tout récemment, dans la semaine, tout comme dans les semaines précédentes, est-ce qu'on reste pratiquement une semaine sans qu'il y ait au niveau du Mali un attentat par-ci, une explosion par-là? Même les forces des Nations Unies qui sont venues pour aider le Mali à sortir de cette situation deviennent de plus en plus des victimes de ces attentats, ce qui veut dire qu'effectivement, la question sécuritaire est encore une question centrale au niveau du Mali aujourd'hui. Justement, est-ce que l'état d'urgence règle le problème? Parce que ce week-end, il y a encore eu des casques bleus qui ont été tués. L'état d'urgence ne règle pas totalement le problème. Ce que l'état d'urgence permet, c'est de permettre à des forces de sécurité et de défense d'aller dans le sens d'anticiper sur un certain nombre de choses. Sans état d'urgence, par exemple, les gens ne peuvent pas venir chez moi fouiller ma maison. Alors qu'avec l'état d'urgence, s'ils ont une information leur montrant que potentiellement je peux être dangereux, ils peuvent venir fouiller ma maison sans aller chercher une autorisation avec le tribunal, etc. Ce qui peut leur permettre d'aller très vite. Et si cette personne avait l'intention de faire un attentat, dans beaucoup de pays, cela a permis parfois de déjouer des attentats. Pour le Mali, le deuxième élément, c'est de restreindre la liberté de circulation. Oui. Puisque le problème ne se trouve plus au nord, ces gens sont en train de passer par tous les coins. La difficulté, ils ne portent pas une tenue pour qu'on dise voilà ces gens, pour qu'on restreigne la liberté de circulation à ces personnes-là seulement, mais ils sont habillés comme tout le monde. C'est après coup qu'on va se rendre compte que c'est celui qui passait ici qui l'a fait. Donc une façon également de les empêcher d'avoir la liberté de circuler et de semer la désolation, c'est de mettre en place l'état d'urgence, parce qu'avec l'état d'urgence, les forces de défense et de sécurité ont la possibilité d'interrompre les circulations ou autres à tout moment, sans pour autant avoir à se justifier. Donc on est plus dans des mesures de prévention pour créer plus de problèmes à ceux qui veulent créer des attentats et donner plus de rapidité aux forces de défense quand il faut réagir à un coup ou bien quand il faut aller dans le sens de prévenir un coup. Mais effectivement, ça ne permet pas de régler totalement la question de la sécurité. L'état d'urgence est quand même une mesure exceptionnelle et la proroger d'1 an, c'est long. Comment le gouvernement justifie cela? Il le justifie par la situation actuelle. Moi, je me dis que ce n'est pas le gouvernement seulement, c'est une sorte d'échec de tous ceux qui sont en train de combattre contre ces groupes armés au niveau du Mali. Parce qu'on a la MINUSMA qui est là, on a le G5 Sahel qui est là, même si le G5 n'est pas encore totalement opérationnel. On a la France qui est là, il y a l'armée malienne qui est là, et malgré tout, comme vous l'avez dit, même dans le week-end, on a encore vu des attentats. Est-ce à dire que toutes ces forces ne sont pas capables de contenir les groupes armés? Si c'est le cas, ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Alors, ils doivent être puissants, ils doivent être nombreux, alors qu'on nous dit tout le temps que c'est des groupes résiduels. On va finir avec le problème. Donc, si on prolonge l'état d'urgence, ça veut dire que la situation sécuritaire est encore une situation difficile. Et comme vous l'avez dit, c'est une mesure d'exception. Dans le principe, quand on parle d'état d'urgence, c'est peut-être pour 15 jours, maximum pour 3 mois, le temps de régler une situation déterminée pendant un temps, et on retourne à la normale. Si on prolonge d'1 an, ça veut dire que l'état d'urgence, parce que ce n'est pas la première fois, c'est pratiquement depuis 2015, ça veut dire que depuis 2015, le problème qu'on voulait régler avec l'état d'urgence n'a pas été réglé. Alors, que les Maliens vivent sous état d'urgence depuis 2015, on s'imagine que ça doit être très difficile. Qu'est-ce qu'ils en disent?
Généralement, les gens acceptent. Je me rappelle mon dernier séjour à Bamako. Quand je suis arrivé, moi, j'étais choqué au départ parce que vous avez des voitures, des pick-up avec des pistolets mitrailleurs un peu partout. À l'aéroport, mon cher, il faut montrer patte blanche. Mais c'est comme si les populations se sont adaptées à cette situation où on voit des forces de sécurité vraiment avec des armes de guerre presque dans tous les coins et recoins au niveau de Bamako en particulier. Je suis allé à l'intérieur. Quand vous partez à l'intérieur, c'est la même chose. Les véhicules sont arrêtés, les gens sont interrogés, les véhicules sont fouillés, les sacs sont fouillés. Celui qui vient d'arriver, ça devient pour lui quelque chose d'exceptionnel. Mais eux, ils vivent cela depuis 2015. À un certain moment, ça rentre dans les habitudes des populations. Le deuxième élément, certaines populations considèrent que c'est un peu le prix qu'il faut payer parce qu'il vaut mieux prendre des précautions que donner à ces gens la possibilité de venir frapper là où ils veulent sans qu'il y ait aucune entrave par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Le désastre que ces groupes armés ont semé au Mali est déjà exagéré. Il vaut mieux voir comment faire pour les empêcher d'aller encore plus loin. Au niveau de l'application, est-ce qu'il n'y a pas de dérapage de la part des forces de l'ordre? Malheureusement, à chaque fois qu'il y a état d'urgence, il y a dérapage. Puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y a cette logique d'anticipation qui est là, et c'est cette logique-là qui entraîne le dérapage. Parce que ce qui empêche le dérapage, c'est la justice. Vous devez aller chez quelqu'un pour perquisitionner, vous devez convaincre la justice qu'il y a une raison pour aller perquisitionner. Avec l'état d'urgence, vous n'avez plus besoin de le faire. Vous trouvez quelqu'un, il ne vous convient pas en termes de sécurité, vous le gardez à vue, sans pour autant passer par la justice. Effectivement, il y a des dérapages en situation d'état d'urgence parce que, pas nécessairement parce que les forces de défense et de sécurité le veulent, mais parce que dans ce souci de réussir leur mission et surtout d'anticiper, il arrive parfois qu'on s'en prenne à des gens qui n'ont absolument rien fait parce que soit l'information donnée n'était pas une information solide, soit la personne qu'on a soupçonnée, il n'y avait pas véritablement de raison pour la soupçonner, mais souvent c'est après coup qu'on le constate. On parle quand même de prorogation de l'état d'urgence au Mali. Est-ce que ce n'est pas par euphémisme qu'on le dit quand on sait que le gouvernement ne contrôle pas tout le Mali? En fait, ça dépasse de l'euphémisme, mais c'est quand même important. C'est quand même important. Pour Bamako, c'est important puisqu'on a vu des attentats. Pour la zone centre, qui est actuellement la zone la plus chaude, si je peux le dire ainsi, c'est encore plus important. Mais le problème, c'est que là-bas, l'armée ne maîtrise pas tout. Pour la zone nord, l'armée n'a jamais tout maîtrisé, puisqu'il y a la question Touareg qui est là-bas que les gens oublient à cause des groupes armés islamistes. Mais la question Touareg est là-bas et cette question Touareg n'a pas encore trouvé également une solution, malgré les accords d'Alger qui ne sont pas appliqués totalement jusqu'à présent. Donc, effectivement, même quand on dit état d'urgence, il y a des zones où c'est plus les groupes armés qui font la loi que l'État malien. Mais l'état d'urgence permet aux forces de défense et de sécurité, quand c'est nécessaire, de pouvoir rentrer dans ces zones sans pour autant aller rencontrer un quelconque juge pour avoir une autorisation pour une intervention déterminée. Est-ce que depuis 2015 qu'il est en vigueur, on a fait quand même des sondages pour voir s'il permet de diminuer le rythme des attentats? Même sans les sondages, on peut dire que ça permet de diminuer le rythme des attentats. Parce que le contrôle qui est fait au niveau des populations, le contrôle qui est fait au niveau des véhicules, le fait que parfois dans certaines zones, puisque les groupes armés ont utilisé parfois les motos, parce que c'était déjà un signe d'efficacité, quand ils ont vu que le contrôle sur les voitures leur créait des difficultés, ils ont changé de moyens. Avec l'état d'urgence, ils se permettaient parfois d'interdire sur des zones où il y avait des risques d'attentats aux motos de circuler, par exemple, pendant la nuit. Donc, ça produit un résultat, mais le résultat est insuffisant parce que, comme on le dit, c'est une guerre asymétrique. L'adversaire n'est pas identifié au préalable. Non seulement l'adversaire n'est pas identifié au préalable, mais l'adversaire change de méthode d'action. L'adversaire, quand il se rend compte que dans tel endroit, il ne peut pas agir, il change d'endroit pour aller agir ailleurs, alors que, comme tout le monde le sait, le Mali n'est pas un petit pays, c'est un énorme pays. Vouloir le sécuriser, mettre des militaires au niveau de chaque 10 mètres au niveau du Mali, c'est pratiquement quelque chose qui est impossible. Et ça fait que malgré l'effort qui est fait, il y a toujours
des attentats. Alors justement, vous avez évoqué tout à l'heure l'accord de paix d'Alger qui est censé régler aussi un autre problème. Oui. Sur ce front-là, ça n'avance pas non plus. Ça n'avance pas parce que la question Touareg, on a fini par l'oublier, alors que la partie nord avait d'abord été occupée par les Touaregs. L'armée malienne avait d'abord fait la guerre avec les Touaregs avant qu'il y ait une certaine complicité entre les Touaregs et ces groupes islamistes, en particulier avec, comment il s'appelle encore, Agali, de sorte que finalement, aujourd'hui, même dans l'affaire Touareg, on se pose la question, est-ce que c'est devenu une affaire Touareg tout court, avec les revendications concernant l'Azawad, ou bien est-ce qu'il y a un mélange également toujours avec des groupes armés qui se réclament de l'islam? De sorte que les accords d'Alger ont du mal à trouver une solution. D'ailleurs, Agali, qu'on considère comme une personne centrale dans cette affaire, il y a un jeu trouble dont l'État malien même est accusé, parce que les gens disent qu'on le condamne le jour, on le rencontre la nuit. L'Algérie également est accusée, puisqu'on considère qu'il est certainement en sécurité au niveau de l'Algérie. Ça veut dire que pour pouvoir appliquer à 100% ces accords, il y a encore un problème, parce qu'Agali fait partie aujourd'hui du problème du Mali. Si maintenant il est en contact avec l'État malien, il est protégé par les Algériens, ça veut dire que les accords d'Alger ne régleront pas totalement ce problème. Ça veut dire, avec quand même l'évolution de cette situation, est-ce que les accords d'Alger ne sont pas caducs? Mais ils ont revu les accords. On peut dire que ce n'est pas caduc, puisque avec les élections, pendant la campagne électorale en particulier, beaucoup de candidats ont posé ce problème. Et il y a une certaine pression également sur le plan international pour amener l'État malien et les groupes armés concernés par ces accords d'aller dans le sens de l'appliquer. On a vu un début d'application avec la décentralisation, mais quand les communes ont été proposées, les Touaregs ne sont pas d'accord avec le découpage qui leur est proposé. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un pas qui est fait. On n'est pas d'accord, on est en train de discuter pour voir le découpage, parce qu'ils réclament que tel endroit devienne une commune, que tel endroit devienne une commune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait avec les accords d'Alger. Mais on n'a pas encore le résultat qu'on attend véritablement des accords d'Alger, que les gens tombent d'accord, que les gens décident de déposer les armes, que le désarmement soit fait, que la réinsertion soit faite et que cette affaire soit considérée comme une affaire terminée. En ce moment, il sera clair qu'il reste les groupes armés qui se réclament de l'islam, tout simplement. Et que disent les Touaregs du Nord de la prorogation de l'état d'urgence? Pas grand-chose, parce qu'eux, ils sont maîtres chez eux. Quand on parle d'état d'urgence au Nord, il ne faut pas qu'on oublie qu'à Ménaka et autres, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas l'armée malienne qui patrouille. L'armée malienne patrouille en collaboration avec les Touaregs, la coordination des mouvements Touaregs, et il patrouille également avec un mouvement d'autodéfense, mais que tout le monde connaît comme un mouvement qui est pro-régime. C'est les trois groupes qui patrouillent ensemble. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas l'armée malienne qui détient la question de la sécurité de façon totale, et ça a été obtenu après la visite du Premier ministre, qui avait réussi, à défaut de pouvoir faire en sorte que l'armée malienne assure la sécurité, puisque c'est ça qui est normal, au moins pour qu'il y ait un tant soit peu de sécurité, qu'on mette ensemble ces trois groupes pour assurer les patrouilles pour la sécurité. Est-ce que le gouvernement malien ne se bat pas quand même sur plusieurs fronts aujourd'hui? Il est clair que le gouvernement se bat sur plusieurs fronts. Même la contestation du résultat des élections est un front qu'il vaut mieux refermer, parce que je me dis que c'est le front qui est le plus facile à refermer. Ils ont un front avec les Touaregs, ils ont un front avec les groupes armés qui se réclament de l'islam, ils ont un autre front avec cette petite guerre civile qu'on commence à voir avec les Peuls, avec les Dogons, etc. Mais ça fait plusieurs choses qu'on demande à un gouvernement malien qui déjà ne réussissait pas à régler, ne serait-ce que la question des Touaregs, ne serait-ce que la question des groupes armés. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause et après on reçoit l'invité de ce soir.